Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver par technologie interposée pour vous présenter cette conférence sur Raphaël et je voudrais remercier vivement la mairie de Sainte-Foy qui a tout fait pour maintenir le lien culturel malgré les conditions particulières que nous vivons. Donc, comme vous le savez, nous sommes cette année dans le 500e anniversaire de la mort de Raphaël. Nous avions eu l'année dernière le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Et tous les deux étant les trois grands titans de la Renaissance italienne avec Michel-Ange, bien sûr. Et nous allons aujourd'hui retracer l'œuvre immense de Raphaël, Raffaello Sanzio, dit Raphaël en français, qui a eu vraiment une carrière extraordinaire, brève puisqu'il meurt donc à 37 ans, mais a été peintre, architecte, conservateur des monuments antiques, dans une carrière absolument éblouissante. Alors, parfois, on a tendance à, lorsqu'on regarde l'œuvre de Raphaël et on pense à toutes ces madones, cet équilibre, cette douceur, de parfois un peu rapidement penser qu'il y aurait une certaine répétition, voire même pour les esprits critiques, à la limite de la mièvrerie. En fait, il n'en est vraiment rien. Lorsqu'on regarde son œuvre, c'est au contraire quelqu'un d'extrêmement subtil. Alors, vous voyez ici cet autoportrait à peu près à l'âge de 14 ans, où on voit un garçon d'une très grande douceur, un physique extrêmement lisse. Mais il faut bien comprendre que pour avoir mené la carrière qu'il a menée, s'être battu dans une concurrence féroce, aussi bien à Florence qu'à Rome, il y avait sous cette apparence extrêmement douce un caractère extrêmement fort. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a montré des qualités également de chef d'entreprise. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui a vraiment su faire partie de son temps, on le verra, et qui a su traduire toutes les interrogations intellectuelles, spirituelles de son temps. Donc, c'est beaucoup plus qu'un peintre de Madone, comme on pourrait le dire. Alors, il naît en 1483 à Urbino. Et Urbino, ici, vous le voyez sur la carte, donc c'est dans les Marches, non loin de Lombrie, où il va travailler ensuite à Città di Castello, Pérouse, non loin d'Arezzo, et nous avons au nord Florence et au sud Rome, où il fera ensuite une carrière triomphale. La toute première œuvre que l'on connaît de lui est celle-ci. Nous avons l'étude et nous avons une partie du retable de Saint-Nicolas de Tolentino. Alors, comment d'abord a-t-il fait son apprentissage? Son père était artiste peintre et très tôt, il a été initié au métier de peintre et sans avoir à passer par toutes les étapes obligatoires qui sont pour les assistants des étapes assez fastidieuses, qui sont de broyer les pigments, passer toutes les étapes techniques avant d'avoir le droit de copier des œuvres et ensuite réaliser des œuvres par soi-même, puisque évidemment, c'était le fils du maître, et son père qui était artiste peintre, mais également un homme lettré qui avait écrit des traités sur la peinture. Donc, il naît dans un environnement extrêmement favorable, mais malheureusement perd son père à l'âge de 12 ans, mais va tout de même continuer cet apprentissage dans l'atelier de son père. Et nous avons ici ce dessin qui est donc cette étude pour le couronnement de San Nicola de Tolentino, qui lui a été commandée donc pour la ville de Città di Castello, où on voit dans le dessin, dans le bas, on a Saint Nicolas qui piétine le diable, avec une recherche anatomique, de vraisemblance anatomique déjà. Et lorsqu'on a le retable, qui malheureusement a été démembré, on a plusieurs parties qui sont dans différents musées. La partie centrale qui est donc conservée à Naples, au musée Capodimonte. À gauche, un fragment avec un ange conservé au musée du Louvre. Et à droite, à Brescia, un autre ange. On voit la réalisation donc finale de ce retable. L'influence de son père qui se voit dans les physiques où son père représentait les personnages avec un nez assez triangulaire, un front proéminent, comme on peut le voir avec Dieu le Père, ce vert et ce rouge qui sont assez marqués, qui sont typiques effectivement de sa manière. Mais déjà, lorsqu'on regarde le physique de la Vierge, puis celui de l'ange sur la droite, d'ailleurs qui présente des similitudes, on voit ce nez beaucoup plus fin, cette lèvre inférieure qui est pleine,
beaucoup de finesse. On voit déjà la façon du fils, la manière du fils et son habileté lorsqu'on regarde l'écharpe de l'ange de droite, l'ange de Brescia, ce cangiante, comme on dit en italien, ces reflets changeants dans l'étoffe qui sont aussi une marque de son habileté. Tandis que l'ange du musée du Louvre, malheureusement pour nous, est extrêmement abrasé. En tout cas, c'est un retable qui a eu un très grand succès. Et ce qui est très important aussi, c'est que dans le contrat qui a été passé, il a travaillé avec un des assistants de son père, mais surtout lui, considéré donc comme le réalisateur principal, et signe comme maître. Donc, en 1500, donc considère qu'il a terminé son apprentissage et qu'il est donc passé maître. À la suite de ce succès, il va donc avoir une autre commande qu'on appelle la crucifixion Gavari, donc la famille Gavari, avec ce Christ en croix et la Vierge. Et vous avez à droite un gros plan sur un des anges qui entoure le Christ crucifié. L'intéressant, c'est dans ce retable, c'est de voir très tôt aussi son utilisation des couleurs qui est extrêmement savante, puisque si vous regardez le registre supérieur, qui est le registre céleste, on a un fond qui a été fait d'abord avec de l'azurite, qui est un minerai qui était assez fréquent, qu'on pouvait aller trouver depuis l'Allemagne. Et puis, par la suite, va faire des glacis avec du lapis lazuli, donc ce minerai extrêmement précieux, très cher, qui était tiré du Proche-Orient, l'actuel Afghanistan aujourd'hui, avec un dégradé de plus en plus foncé au fur et à mesure que l'on s'élève dans le ciel, avec en haut la Lune et le Soleil, qui ont été réalisés avec des pigments précieux. Ici, on a un peu d'argent et d'or. Souvenir du Quattrocento, où on avait cette préciosité encore dans les retables, mais dont Raphaël va bientôt se débarrasser. En dessous, de chaque côté du Christ, on a donc ces anges avec ces drapés extrêmement virevoltants qui s'enroulent autour du corps des anges. Ça aussi, c'est une marque de son père avec ces drapés extrêmement agités. Et ce qui est très intéressant, c'est de continuer à descendre et donc d'aller voir le registre terrestre, où on a sur la gauche la Vierge Marie, agenouillée Saint Jérôme, de l'autre côté de la croix Marie-Madeleine et Saint Jean. Alors malheureusement, lorsque l'on regarde Marie et Saint Jérôme, les pigments ont un peu vieilli, mais les recherches ont pu montrer que le manteau de Saint Jérôme avait une couleur extrêmement subtile, était un espèce de bleu violacé, bleu lilas, qui s'accordait avec la ceinture pourpre. Et également pour le manteau de la Vierge, où il a essayé aussi des effets de transparence avec un rouge violacé par-dessus sa robe. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les attitudes des personnages lorsqu'on regarde Saint Jérôme avec la tête penchée en biais, également Marie, avec ce souci de vérité anatomique, comme on l'avait vu déjà avec le retable de Saint Nicolas de Tolentino, mais également de vérité psychologique, d'émotion, d'intériorité. Cette émotion, d'ailleurs, toujours avec une utilisation des couleurs, si on regarde bien, avec du rouge aux joues de tous ces protagonistes. C'est intéressant aussi de regarder la figure de Saint Jean qui est à droite, la tête légèrement inclinée, très élégant, une attitude un petit peu dansante et qui rappelle beaucoup les figures qui étaient présentes dans un peintre qui était de la génération précédente, extrêmement illustre, et j'ai nommé le Pérugin. Dans les vies de Vasari, vous savez que Vasari, donc contemporain, a écrit des vies de plusieurs artistes italien de cette époque, et il a écrit que Raphaël a été l'élève du Pérugin. Et pendant 4 siècles et demi, personne n'a remis ça en cause. Alors, maintenant, avec des recherches un peu plus précises, on commence à douter un petit peu de cette assertion. Il y a eu d'ailleurs une exposition il y a quelques années au musée Jacquemart-André qui était très intéressante et qui montrait le pour et le contre, si je puis dire, de cette interrogation, de cette affirmation qui aujourd'hui est plus une interrogation vraiment qu'une affirmation, qui est de plus en plus remise en cause. Alors on a demandé à Raphaël de copier le mariage de la Vierge qui avait déjà été réalisé par le Pérugin, ce tableau que vous voyez ici qui avait eu un très grand succès, réalisé en 1503-1504. Alors lorsque on analyse ce tableau,
On voit bien que le grand prêtre ici partage la composition selon un axe strictement géométrique. À sa droite, donc à gauche de l'image, on a Joseph, et à sa gauche, donc à droite de l'image, on a Marie et sa tiare qui s'élève et qui donc poursuit cet axe vertical à l'intérieur du temple que l'on a derrière. Un temple, une architecture à plan centré, donc témoignage des architectures récentes de Bramante, par exemple, qui réalisaient des édifices à plan centré. Tous les personnages qui sont au premier plan, donc il s'agit, selon la légende dorée, du grand prêtre qui aurait demandé à tous les prétendants de venir avec un rameau, et celui dont le rameau fleurirait serait désigné comme le prétendant de Marie. Et donc on voit ici Joseph qui est représenté comme un homme âgé, qui est le seul dont le rameau a fleuri, et qui va donc à qui la main de Marie est accordée. Tous ces personnages qui sont placés selon une frise assez rectiligne, parallèle au plan du tableau. On peut remarquer sur la gauche aussi les chapeaux assez originaux de tous ces personnages masculins, ce qui est une marque aussi du Pérugin. Et lorsqu'on regarde derrière cet édifice à plan centré, les ombres qui sont portées sur les marches, qui sont faites de manière assez synthétique. Vous voyez l'éclairage qui vient de la gauche. On a des marches en plein soleil, mais sur la totalité, aussi bien contre-marche que nez de marche. Un petit peu ombragé sur le devant et plus dans l'ombre à droite. On n'a pas de passage vraiment tout à fait graduel. Et puis, si on regarde bien cet édifice, on a un petit peu l'impression d'avoir une maquette dépliée plutôt que vraiment la sensation de volume et d'édifice à plan centré. Alors, le Raphaël, à qui on a demandé donc de copier cette œuvre, réalise en 1504 le mariage de la Vierge. Alors, si c'était l'élève du Pérugin, on va dire l'élève a dépassé le maître, ou tout simplement, en tant que jeune contemporain, il est capable de faire beaucoup mieux. Alors, bien sûr, je ne dis pas que le Pérugin était un mauvais peintre, au contraire, c'était un peintre extraordinaire en son temps, qui a vraiment été très admiré, il y a eu des réalisations tout à fait extraordinaires, mais nous sommes maintenant au XVIe siècle, au Cinquecento, et on aspire à une nouvelle modernité. Et cette modernité, justement, la voilà représentée par Raphaël. Regardez l'édifice au fond, où vraiment on a la sensation d'un édifice pleinement circulaire, tout à fait convaincant. Je vous parlais de l'ombre sur les marches. Regardez le gros plan sur la droite, comme l'ombre est représentée de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus graduée, avec le dessus des marches qui est éclairé et la contre-marche qui, elle, est légèrement ombrée. Et au premier plan, on a tous ces personnages, mais au lieu d'être comme une frise rectiligne parallèle au plan du tableau, on a beaucoup plus la sensation de volume. La Vierge qui est placée à la droite du grand prêtre, qui est plutôt la place d'honneur qui lui revient. Vous voyez que le grand prêtre est d'ailleurs décalé par rapport à l'axe vertical du tableau. Il penche la tête aussi, ce qui a pour effet d'accentuer ce léger décalage. Et Joseph est représenté comme un homme beaucoup plus rajeuni, ce qui est beaucoup plus plausible dans le récit. Et sur la droite, la représentation un peu anecdotique du prétendant déçu dont la baguette n'a pas fleuri et qu'il est en train de casser avec son genou. Donc on voit ici que avec cette représentation vraiment magistrale, le Raphaël dépasse le Pérugin sur ce même sujet. Alors toute la question, était-il justement son élève? Si on regarde très précisément la chronologie, en fait, il semble que ce qui serait plutôt une démarche tout à fait habile pour Raphaël, c'est justement de se montrer péruginesque, comme on pourrait dire, c'est-à-dire suivant un peu le Pérugin, mais tout en le dépassant, dans des années où justement il aurait déjà fini son apprentissage, puisqu'ici nous sommes en 1504. Rappelez-vous, il a signé en 1500 déjà comme maître pour le retable de Saint-Nicolas de Talentino. Et ce qui voudrait dire que déjà établi en tant que maître, il va aller combattre le Pérugin, qui jouit encore d'une énorme renommée, sur son propre terrain, mais montrer, tout en utilisant certains aspects de son style, qu'en fait, il va le dépasser. Effectivement, lorsqu'on compare les œuvres l'une à côté de l'autre, tout est fait, la comparaison est vraiment en faveur de Raphaël.
Et effectivement, c'est ce qui se passe dans les œuvres suivantes où il va avoir donc une renommée de plus en plus importante. Ici, avec ce couronnement de la Vierge qui lui est demandé, on voit le registre inférieur terrestre où tous ces apôtres regardent le ciel. On a bien une profondeur qui est donnée par ce sarcophage en biais, donc qui s'enfonce dans le tableau avec cet angle qui pointe vers nous, tandis qu'on a un paysage extrêmement subtil, très raffiné, qui s'éloigne très graduellement pour aller jusqu'à la mer et qui rallonge donc cette sensation de profondeur, tandis que des brassées de fleurs blanches s'élèvent du cercueil. C'est saint Thomas, celui qui doutait, qui a reçu la ceinture de la Vierge dans les mains. Et Raphaël a beaucoup travaillé les expressions, les regards, les attitudes, les mains justement de tous ces jeunes gens tout à fait vraisemblables et qui regardent le registre céleste où on a le couronnement de la Vierge. Donc ce sont deux épisodes, à la fois l'Assomption et le couronnement de la Vierge. Et c'est vrai que dans le registre céleste, il continue à avoir un style un petit peu péruginesque, on reconnaît un petit peu certains types physiques, comme celui du Christ, par exemple, qui se rapproche beaucoup de ce qu'utilisait le Pérugin. Et puis, ce qui va devenir quelque chose d'extrêmement célèbre aussi pour Raphaël, si vous regardez ces petits angelots qui sont cachés par les nuées de chaque côté de Marie et du Christ, et qu'on retrouvera plus tard dans un tableau extrêmement célèbre. Alors, sa clientèle va aller en s'agrandissant et à Urbain, puisque donc il est né à Urbino, dans cette cour extrêmement raffinée, qui avait une bibliothèque tout à fait extraordinaire, presque aussi importante que celle qu'avait Laurent de Médicis à Florence. Et il est donc très admis dans cette cour, comme l'était déjà son père d'ailleurs, et on va lui faire des commandes ici de petits panneaux, comme ici, on a Saint Georges luttant avec le dragon, où on voit dans ce petit panneau d'environ 30 sur 25 cm conservé au musée du Louvre, son talent pour la narration, toujours ce paysage, comme on vient de le voir aussi, très graduel, très profond. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir tous les reflets de lumière sur l'armure du Saint-Georges ici, et c'est tous ces petits détails extrêmement précis, les étriers, l'armure, donc tous ces reflets sont vraiment tout ce qu'il a pu admirer dans les écoles du Nord, dont les tableaux étaient très bien représentés dans les collections des ducs d'Urbain. Également un autre panneau. Alors Saint-Georges, ça a été une commande qui a été faite pour Guidobaldo da Montefeltre, qui était donc duc d'Urbain, et qui a été reçu à l'ordre de chevalerie anglais de la Jarretière, donc qui est fondé le jour de la Saint-Georges, et également l'ordre de la chevalerie française de Saint-Michel. Et nous avons ici, pour célébrer cet événement, ce qu'on appelle le petit Saint-Michel par rapport au grand Saint-Michel que nous verrons en fin de carrière, où on a, dans une posture extrêmement élégante, ce petit Saint-Michel qui terrasse le dragon. Et là aussi, je vous parlais des écoles du Nord. Regardez tous les personnages qui sont derrière, avec notamment sur la gauche, ces personnages qui sont recouverts d'une espèce de chape de plomb dorés qui sortent de la terre ou qui au contraire y rentrent. Et sur la droite, on a aussi ces personnages qui sont rendus captifs par des espèces de monstres, oiseaux, mi-serpents qui les enserrent sur la droite. Et donc ces personnages fantastiques, ça c'est un souvenir de Jérôme Bosch, dont il a pu voir certainement certaines œuvres aussi qui a été reproduites ou en tout cas possédé par les ducs d'Urbain, Jérôme Bosch, qui a fait un séjour en Italie au début du XVIe siècle. Alors, il a aussi des commandes profanes. On a aussi les Trois Grâces ici, ce petit panneau célébrissime qui est conservé à Chantilly au musée Condé. Alors, est-ce qu'il s'agit des Hespérides, gardiennes de l'arbre aux pommes d'or pour récompenser les chevaliers valeureux? Est-ce qu'il s'agit du jugement de Paris avec une seule de ces femmes qui aurait une pomme et il aurait rajouté deux autres par souci d'équilibre? En tout cas, on a sur la gauche la Vertu, la seule qui est habillée. On a ensuite la volupté, qui est celle qui est de dos, qui est la seule qui
qui est la volupté qui est à droite avec un grand collier. Et puis nous avons la sagesse de dos avec un collier qui est plus petit et plus raisonnable, avec donc cette anatomie féminine étudiée sous différents angles. Et pour cela, il avait eu un modèle qui était en fait un groupe de sculptures d'époque romaine qui était une copie de sculptures grecques qu'il avait pu voir à Sienne dans la bibliothèque Piccolomini. Et ces trois grâces sont le pendant, formaient un diptyque en fait à l'époque, maintenant démembré, puisque le deuxième panneau est conservé à Londres, à la National Gallery, avec le songe du chevalier que l'on voit ici, qui dort au pied de cet arbre, qui partage la composition en deux. Et on a à gauche la sagesse qui montre la voie à suivre avec le glaive et l'épée, et à nouveau la volupté sur la droite. Mais la volupté habillée de manière extrêmement raisonnable. Et c'est en fait une espèce de conseil qu'on donnerait à un jeune chevalier sur le point de s'engager dans sa vie d'homme avec la voie à suivre, mais sans négliger les plaisirs terrestres dont il pouvait profiter. Et voilà donc cet artiste qui a fait ses preuves, qui est maintenant extrêmement renommé, et qui travaille donc dans les Marches et en Ombrie et qui veut aller bien sûr dans une ville plus importante et cherche à aller à Florence. Florence qui est le berceau de la culture humaniste, qui a pu disposer d'un mécénat somptuaire avec les Médicis, qui est une ville, un véritable chantier à ciel ouvert, et cherche à partir à Florence. Et pour cela, et donc, c'est toute l'habileté, justement, de Raphaël. Je vous disais en introduction, qu'il avait fait preuve vraiment d'une intelligence pour diriger sa carrière et ne va pas hésiter à demander à Giovanna della Rovere, qui, duchesse d'Urbain, une lettre de recommandation pour lui ouvrir les portes de Florence. Et je vais vous lire un extrait de cette lettre de recommandation qui est un modèle du genre. Celui qui vous présentera cette lettre, Raphaël, peintre d'Urbino, doté de grands talents dans son art, a décidé de séjourner quelque temps à Florence pour y apprendre. Et comme son père fut très habile et très aimé de moi, et que le fils est également un jeune homme courtois et doué, et qu'à tous égards je l'aime beaucoup, et que je désire le voir atteindre la perfection, je le recommande vivement à votre seigneurie, du plus que je peux, en vous priant qu'il vous plaise en toutes circonstances de lui prêter aide et faveur pour l'amour de moi. En vous priant, pour l'amour que vous me portez, de bien vouloir lui apporter votre aide en toutes circonstances et de le seconder. Et je considérerai que c'est à moi que votre seigneurie aurait offert tous ces plaisirs et avantages qu'il aura reçus, si bien que rien ne me serait plus agréable que de vous les offrir en retour. Voilà. Si ça, c'est pas une lettre de recommandation, c'est vraiment à encadrer. Et effectivement, il va pouvoir être introduit très rapidement dans les cercles qui apprécient l'art, rencontrer des commanditaires. Et là aussi, c'est l'intelligence de Raphaël. Il va étudier tout ce qu'il a sous les yeux avec tous ces artistes qui ont laissé des œuvres, comme déjà au Quattrocento, on avait Giotto, Masaccio, Ghirlandaio, et Léonard de Vinci, qui est encore à Florence, et dont il va pouvoir regarder les œuvres. Et s'imprégner de toutes ces influences, comme on a ici avec une œuvre qu'il réalise peu après son arrivée. Donc, il va faire un séjour de 4 ans à Florence, de 1504 à 1508. On a ici la Madone aux œillets et on va voir tout ce qu'il doit à Léonard de Vinci. Avec cet enfant qui est assis sur un coussin sur les genoux de sa mère, qui tient cet œillet dont la forme rappelle les clous de la Passion, également la couleur qui rappelle le sang, et tout ce que avait fait Léonard de Vinci, ses études précédentes. Et je voulais vous montrer ici justement de Léonard, la Madone Benoît, où Léonard avait beaucoup étudié les interactions physiques, cette espèce de figures encastrées, enchâssées les unes dans les autres, la mère et l'enfant, en travaillant le volume dans une structure pyramidale.
Et effectivement, lorsqu'on compare les deux attitudes, on retrouve beaucoup de similitudes entre l'œuvre de Léonard et celle de Raphaël, jusqu'à peut-être même la citation du pli du manteau de la Vierge à l'arrière, qui sera réutilisé d'ailleurs plus tard par Léonard dans la Sainte-Anne. Avec peut-être quelque chose de plus doux et plus lumineux de Raphaël. Raphaël va moins travailler à ce moment-là de sa carrière sur les contrastes entre l'ombre et la lumière et va moins mettre en application ce que Léonard avait développé, qui était ce fameux sfumato, qui était ce passage de l'ombre à la lumière. Alors également, dans des œuvres qui lui sont commandé. On a ici la déposition Baglioni, où c'est une œuvre qui doit se lire de la droite à la gauche, puisque vous voyez le Golgotha sur la droite avec les croix dont étaient décrochés les suppliciés. On a la pâmoison de la Vierge sur la droite et on a devant le transport du Christ au tombeau, ce Christ, donc ce corps livide, ce visage déjà inexpressif avec cette trouvaille qui est de redoubler justement ce visage de souffrance avec l'homme qui le soutient derrière. Le groupe est fermé à gauche par Saint Jean. On a ensuite Joseph d'Arimathie, Marie-Madeleine et un jeune homme qui porte ce Christ dans une position très dynamique. Avec, si on regarde les pieds encore, peut-être une certaine maladresse dans la position de tous ses pieds. Il a eu, on le sent, encore un petit peu de mal à situer ce groupe dans l'espace. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a beaucoup travaillé sur cette commande. En témoigne ce dessin que l'on a ici avec une autre pensée où on a Saint Jean sur la droite et la Vierge qui soutient le Christ. Mais si vous regardez la version finale, ce qui est intéressant justement, c'est de regarder la femme qui est sur la droite, agenouillée et qui, dans une position extrêmement vrillée, soutient le corps de la Vierge qui est en pâmoison. Et là, voilà une autre influence que Raphaël reçoit, et c'est Michel-Ange, qui vient de terminer le Tondo Doni pour la famille Doni, la Sainte Famille avec Saint Jean-Baptiste, où on voit la Vierge dans cette position, là aussi, cette spirale extrêmement marquée, qui élève les bras vers l'arrière pour élever son fils, donc préfiguration de la crucifixion, et cette structure tout à fait hélicoïdale qui est reprise donc par Raphaël dans la mise au tombeau. Alors les époux Doni, justement, et le portrait de Maddalena qui est mis en avantage par la richesse de son vêtement, avec les reflets de la lumière sur son brocart violacé, où l'on voit également sa chemise dépassée à travers les attaches. Elle a autour du cou un magnifique bijou, et également, comme son mari, quelques petits cheveux qui s'échappent de sa coiffure et qui nous la rendent plus proche, plus naturelle, avec elle aussi un regard tout à fait magnétique. Et c'est ça vraiment l'habileté de Raphaël, c'est de partir d'éléments réalistes pour arriver à des effigies qui sont, sans être idéalisées, en tout cas, qui représentent de manière tout à fait convaincante les motifs, les personnages qu'il veut représenter. Et vraiment, ça va beaucoup frapper les contemporains d'avoir autant de présence dans ces portraits. Alors toujours pour continuer avec les influences qu'il a reçues, donc on a vu tout à l'heure avec le Michel-Ange, avec le Tondo Doni, également il a pu voir la Madone de Bruges qui a été réalisée par Michel-Ange, que l'on voit sur la droite avec cet enfant qui est tenu à l'intérieur du giron de sa mère, et on retrouve cette position ici avec la Vierge à l'enfant et le petit Saint Jean-Baptiste qu'on appelle aussi la Vierge au chardonneret, avec l'enfant qui se tourne pour accueillir ce petit oiseau que lui tend son cousin, signe annonciateur de sa passion. Et également toujours ce dialogue qu'il fait avec ses aînés, pour revenir à Léonard, la belle jardinière conservée au musée du Louvre, qui est également une réponse à la Sainte-Anne de Léonard, où on a cette combinaison avec ces trois personnages dans une structure complètement pyramidale, avec le petit Saint Jean-Baptiste qui est agenouillé, qui est celui qui sait, il a sa croix, vous voyez, le livre est juste au-dessus de sa tête, tandis qu'à gauche, on a l'enfant Jésus qui est dans une posture là aussi très naturelle, assez vrillée, il s'appuie avec sa main droite sur le genou de sa mère, tandis qu'avec la main gauche, il essaye de prendre le livre pour aller vers son destin.
Les lèvres sont entr'ouvertes, on est à un début de narration, les nuages sont écartés au-dessus de ce groupe. Il a pu prendre vraiment à la fois chez Léonard et chez Michel-Ange toutes les inventions qui leur sont dues pour ensuite créer son style propre. Et lorsqu'on a cette œuvre ici, qui est une des dernières qu'il ait réalisées avant de partir à Rome, Sainte Catherine d'Alexandrie, on voit effectivement tout cet équilibre qu'il a réussi. Alors Sainte Catherine d'Alexandrie, qui est connue comme dialecticienne, mais représentée ici simplement avec l'instrument de sa passion, qui est cette roue que l'on voit à droite, qui a donc un but d'identification, mais un but aussi dans la construction de l'image, puisque sert à construire une diagonale avec l'extrémité opposée, qui est cette lueur divine vers laquelle la sainte lève les yeux, et en opposition avec ce côté extrêmement terrestre justement de la roue, avec les veines du bois qui sont représentées de manière très réaliste. Elle sert également d'appui à la sainte, qui a cette ligne serpentine extrêmement élégante appuyée sur la roue. Et quand je vous parlais de la traduction de la spiritualité de son temps, on a justement ici une forme de spiritualité qui est vraiment une spiritualité intérieure, qui est vraiment une démarche intellectuelle de cette sainte dont on sent qu'elle a une communication, peut-être même une vision à l'intérieur de son esprit, avec un acte positif pour accéder à cette vision, à cette méditation. Et puis, le centre de gravité de l'Italie, au début du XVIe siècle, se déplace de plus en plus à Rome. Rome qui devient une ville vraiment en pleine expansion. Il est vraiment prêt à partir cette fois avec un bagage de connaissances stylistiques tout à fait important. Et voilà la première œuvre qu'il réalise, qui est une Vierge à l'enfant avec le petit Saint Jean-Baptiste, ici, où on a encore un souvenir tout de même d'utilisation de peinture à l'or sur le petit liseré qui est sur le manteau rouge de la Vierge, et aussi l'auréole de Saint Jean-Baptiste. Mais encore une fois, c'est ce côté précieux qu'il va complètement abandonner pendant le XVIe siècle, comme tous les autres artistes d'ailleurs, souvenir vraiment du siècle précédent. On a cette fourrure animale du Saint Jean-Baptiste extrêmement tactile. Ici, on aurait envie de la toucher, tandis qu'il tend la main pour prendre cet œillet, toujours signe de la passion de son cousin, du petit Jésus assis sur les genoux de sa mère, et qui elle-même montre avec la main droite qui tient un pli de son manteau la route à suivre qui mène jusqu'à l'église. Et cette science des couleurs, on avait vu déjà des teintes assez pastel dans l'œuvre précédente, la Sainte Catherine d'Alexandrie, que l'on retrouve ici avec des gradés de bleu très subtils entre le manteau et le ciel derrière, entre l'étole qu'elle a, le vert de l'étole qu'elle a sur la tête et des prairies qui sont à l'arrière-plan, des ombres qui sont assez peu marqué, on est encore en pleine lumière, et c'est le style du début de sa carrière, et on verra qu'il a une utilisation de l'ombre et la lumière qui va dramaticalement changer ensuite. Alors, à Rome, il y avait vraiment un grand chantier qui était mené par le pape Jules II, qui était de refaire les chambres. Il avait commandé sous le contrôle de Bramante, toute une équipe de peintres, donc génération antérieure à Raphaël, et qui devait décorer toutes ces chambres. Donc on a ici ces différentes chambres. Et ici, une carte simplement pour resituer où sont ces chambres et également les loges dont on va reparler plus tard. Et la première des chambres sur laquelle il travaille, qui est la chambre de la signature. Alors, c'est pas le sens de la visite, vous voyez, c'est la troisième, parce qu'on rentre par la droite, en fait, quand on les visite, mais c'est la première sur laquelle il a travaillé. Et cette chambre de la signature, voilà une fresque qu'il réalise, alors que au départ, c'était pas sa spécialité, en plus d'être peintre à fresque, qui est la dispute du Saint-Sacrement, avec dans le registre céleste, ce qui va tout de suite beaucoup étonner aussi les contemporains, c'est justement cette aisance, ce côté extrêmement naturel. Regardez le deuxième personnage en partant de la gauche, c'est Adam, qui a les jambes croisées de manière extrêmement naturelle, en train de deviser avec son voisin, et toutes ces interactions de personnages les uns avec les autres qui rendent la scène extrêmement vraisemblable, avec sur le registre terrestre, en dessous, on a accoudé à la barrière Bramante,
ici, et puis allusion à tous les travaux qui se réalisent en ce moment à Rome avec les échafaudages sur la gauche et puis ce grand pilier sur la droite qui est allusion ici à la fondation de la nouvelle basilique Saint-Pierre qui a été voulue par Jules II della Rovere. Et alors Jules II est tellement content de la réalisation de ce jeune Raphaël qu'il veut absolument n'avoir plus que lui pour réaliser toutes ces fresques, la décoration des chambres, et veut renvoyer tout le monde. Et c'est là, donc évidemment, c'est une catastrophe pour tous ces peintres qui étaient venus de différents coins d'Italie. Et c'est toute l'intelligence justement de Raphaël, c'est de continuer à travailler avec ces peintres qui étaient donc pour la plupart plus âgés que lui, et d'utiliser ce qui était le meilleur de chacun et d'arriver à faire une équipe. Il a bien compris que la lourdeur de la tâche demandait d'avoir un atelier extrêmement efficace pour mener à bien cette tâche. Alors, celle qui est probablement la plus célèbre, ici, l'école d'Athènes, où on voit Platon et Aristote au centre en train de deviser, au milieu d'une assemblée qui est en fait anachronique, avec des sages et des savants, avec l'idée de Jules II, en fait, que toute la pensée scientifique pourrait amener à une espèce amener à la pensée chrétienne, en fait, une espèce d'approche scientifique de la pensée chrétienne, amplifiée, améliorée grâce aux pensées des anciens. Et je voulais vous faire remarquer le personnage qui est au centre, quasiment au premier plan, le seul qui a des bottes contemporaines et qui est accoudé ici dans une pose un peu boudeuse. Ce personnage n'était pas dans la première pensée, lorsqu'on regarde le carton de Raphaël extrêmement détaillé, pour une commande aussi importante, il fallait vraiment pas laisser place à l'erreur. Donc, laisser un carton, c'est-à-dire une première pensée, un brouillon, si vous voulez, extrêmement détaillé pour tous les collaborateurs qui allaient ensuite reporter à fresque. Vous voyez que la place centrale est vide. Et donc, il a rajouté ce personnage par la suite. Et ce personnage, c'est donc un personnage contemporain, et c'est Michel-Ange. Donc c'est toute son habileté là aussi, c'est savoir rendre hommage, même si Michel-Ange avait ce caractère très ombrageux qu'on lui connaît, de rendre hommage à ses aînés et qui lui ont tant apporté. Et l'influence justement de Michel-Ange, on la voit aussi dans cette fresque avec les vertus, où on a les vertus cardinales qui sont la force, la prudence et la tempérance. Ici, la force qui saisit un brin de chêne, la prudence qui regarde un miroir avec deux faces opposées, et puis la tempérance qui saisit un mort pour maintenir justement tous ces élans terrestres. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir le côté très épanoui de ces vertus. Et il y a une raison pour cela, c'est qu'en fait, il a déjà vu la voûte de la Sixtine qui a été ouverte, pas encore inaugurée, elle sera inaugurée en 1512, mais connaissant Bramante lui aussi était d'Urbain, et a pu lui montrer le chantier en cours et donc voir toutes ces sibylles et ces prophètes qui étaient représentés sur la voûte de la Sixtine. Et à droite, on a une première représentation de Jules II, ici, représentée en Grégoire IX. Alors le voilà, justement, Jules II, ce pape avec cette barbe qu'il a laissé pousser, puisque c'était une barbe pénitentielle, c'était un vœu qu'il avait fait, de garder cette barbe tant qu'il n'aurait pas bouté les Français hors de France, puisque nous sommes en pleine guerre d'Italie. Et il y a eu d'abord Charles VIII, qui avait des prétentions sur le royaume de Naples et des deux Siciles, et puis Louis XII ensuite, qui a voulu, lui, qui avait des prétentions sur le duché de Milan. Et il y a une succession de victoires et de défaites. Le pape a été battu à Bologne. Finalement, les Français ne vont pas porter leur canon jusqu'à Rome, mais ce pape qui avait beaucoup étonné les contemporains, qui était un pape condottière, qui n'hésitait pas à prendre l'armure et aller à la tête de ses armées pour défendre son royaume. Et vous voyez assis sur sa cathèdre ici, décoré avec des glands de chêne, puisque Jules II della Rovere, Rovere qui veut dire donc chêne en italien,
ici donc avec les armoiries de sa famille, représentées avec une robe blanche et puis son manteau rouge et son bonnet pontifical, là aussi de manière extrêmement tactile, avec une grande attention pour l'étoffe. Et puis il a essayé vraiment de montrer le tempérament de ce pape avec ses lèvres serrées et cette main qui est agrippée à la poignée de sa cathèdre pour montrer la force et la volonté de ce pape. Et lorsqu'on a vu le premier style des chambres qu'il a décoré, on pourrait dire qu'il va rester dans ce style extrêmement lumineux et continuer la décoration des chambres. Et là aussi, c'est la surprise, c'est qu'avec la chambre d'Héliodore, donc chambre suivante au Palais du Vatican, il va adopter un style complètement différent. On a des coloris beaucoup plus acides, une composition beaucoup plus mêlée, beaucoup plus tumultueuse. Sur la gauche, on a le pape qui est porté avec également un autoportrait de Raphaël à ses pieds. Et à droite, c'est donc un ange soldat sur un cheval qui est en train de chasser Héliodore, qui avait été envoyé pour voler le trésor du temple. Donc évidemment, allusion à Jules II, à toutes ses campagnes militaires, et un message pour dire « Vous pouvez compter sur moi, je suis là pour défendre la chrétienté ». Donc un style complètement différent. Également, ici, toujours dans la chambre d'Héliodore, c'est la messe de Bolsena, un miracle qui a eu lieu en 1263, où une hostie s'est mise à saigner, et Jules II était très attaché à la dévotion du Corpus Christi, c'est-à-dire le corporel, donc le linge qui contenait cette hostie miraculeuse, et il est représenté ici, encadré par ce meuble en bois, donc qui sert de fond, agenouillé donc en pénitence devant le miracle qui est représenté avec le souffle divin qui est représenté également avec les flammes vacillantes des cierges que l'on a derrière. Avec sur la gauche ces personnages qui sont avec une peinture assez fine, des couleurs assez acides, ici en train d'assister au miracle. Sur la droite, une qualité de peinture qui est très différente, beaucoup plus épaisse. Beaucoup plus opaque, avec beaucoup de soins apportés là aussi au reflet des vêtements. Ce sont tous les nobles romains que Jules II essaye bien entendu de maintenir sous sa coupe et à qui il rend hommage ici, puisque c'est une période assez agitée pour la papauté et certains évêques avaient voulu créer un concile schismatique pour déposer Jules II en lui reprochant justement de beaucoup trop s'engager dans toutes ces guerres. Et toujours dans la chambre d'Héliodore, là aussi quelque chose d'extrêmement novateur, on a la libération de Saint-Pierre avec différentes sources lumineuses. Sur la gauche, on a une torche, on a la lune, et on a l'aube que l'on voit poindre tout au fond. Cette représentation nocturne, qui est une des premières représentations nocturnes dans l'histoire de la peinture italienne. Alors les artistes du Nord l'avaient déjà fait au siècle précédent. On avait aussi Piero della Francesca avec le Songe de Constantin qui avait fait des études luministes. Mais c'est vraiment la première fois ici qu'on a cette étude de peinture nocturne et tous ces contrastes de lumière avec au centre Saint-Pierre qui est libéré par cet archange avec cette lueur en contre-jour derrière les barreaux de la cellule d'une manière extrêmement dramatique et qui s'échappe ensuite sur la droite. Donc là aussi, bien sûr, message politique, la chrétienté sera libérée de ceux qui essayent de la servir. Et donc avec cette dernière fresque, l'incendie du Borgo, en 1515, on a une foule très agitée au premier plan qui tente d'échapper à un incendie. Et la scène fait référence à un miracle réalisé par Léon IV en 847, que l'on voit au fond, mais qui accomplit ce miracle simplement avec une prière. Donc il arrête l'incendie à partir d'un lieu qui n'existe pas à son époque, puisqu'il s'agit de la salle royale du Vatican qui a été conçue par Bramante. En tout cas, on a toujours cette représentation de foule très agitée, la piété filiale sur la gauche avec ce jeune homme qui sauve son père, cette femme en jaune qui a les bras tendus vers le pape, donc la foi, la charité derrière, avec la femme, avec ses enfants. Toujours dans des teintes acidulées, donc un style bien différent de ce qu'on a vu avec les premières fresques. Tout ça pour montrer que Raphaël est capable d'adopter des styles extrêmement variés,
pour une même commande, qui était celle des fresques des chambres du Vatican. Et donc, ce nouveau pape qui arrive, puisque à la suite de Jules II, on a Léon X, c'est un Médicis. Et Léon X, le voici représenté par Raphaël, dans une attitude très différente du pape condottière qu'on a vu tout à l'heure, de Jules II. Ici, on a Léon X, qui est assis sur sa cathèdre, orné cette fois d'une boule, donc symbole des Médicis, et qui a une lecture interrompue d'une Bible précieuse, très ornée, qui est posée sur cette table, avec un simple drap rouge. Ce tableau est vraiment une symphonie de rouge, aussi bien depuis le rouge du drap, donc le ruban qui tient la clochette, que le marque-page qui s'échappe de la Bible, que le manteau et le bonnet pontifical, ainsi que les chapes des cardinaux qui sont de chaque côté. L'attitude est très différente, donc on le disait, par rapport à Jules II qui était ce pape condottière, ce pape soldat. Et ici, on a Léon X avec cette main gauche un peu molle posée sur la table. La lumière qui fait un contraste sur son visage et qui n'hésite pas à marquer les plis le long du nez. Et puis, on peut voir peut-être une certaine maladresse avec l'insertion des cardinaux Giulio de Médicis à gauche et Luigi de Rossi sur la droite, puisque en fait, ça a été une demande faite par le pape et donc très probablement a posteriori, on a un peu l'impression qu'ils ont été rajoutés sur cette effigie. En tout cas, ce qui est important, c'est de voir le grand prestige dont jouit Raphaël, puisqu'il en est déjà à son deuxième portrait de pape. Et ce que Léon X lui donne à faire, c'est une commande qui va être aussi tout à fait prestigieuse, qui est la tenture des Actes des Apôtres pour orner la Sixtine. Alors très brièvement, avec cette photographie qui montre la Sixtine telle qu'elle est dans son état actuel, mais pour représenter dans l'histoire, à l'époque, le bas des murs était orné de peintures en trompe-l'œil qui représentaient des tentures, comme encore aujourd'hui. Au-dessus, on avait ces grands panneaux rectangulaires qui ont été réalisés au XVe siècle avec des grands artistes comme le Pérugin, Botticelli, Ghirlandaio, etc., et qui représentent la vie de Moïse et la vie du Christ. Et puis donc, c'est entre 1508 et 1512 que Michel-Ange réalise la voûte, la décoration de la voûte, mais c'est bien plus tard, 25 ans plus tard, qu'il fera la décoration du mur de l'autel et du jugement dernier. Donc on n'en est pas encore là. Michel-Ange vient de terminer la voûte, ou est en train de la terminer, et Léon X voudrait une décoration pour les jours de grandes célébrations, masquer le bas des murs qui sont donc en trompe-l'œil. Et c'est la réalisation de cette tenture des Actes des Apôtres qu'il demande à Raphaël. Ce que nous avons ici, puisqu'on avait dit en introduction que nous sommes cette année dans le 500e anniversaire de la mort de Raphaël, il y a eu donc des commémorations en Italie, et notamment du musée du Vatican, ont été sorties exceptionnellement ces tentures, qui sinon sont conservées bien sûr dans des armoires avec une température contrôlée, une humidité contrôlée, et qui sont sortis vraiment pour des grandes occasions. Et vous voyez ici sur la gauche les échafaudages qui accrochent ces tentures. Avec la photographie sur la droite, on voit la tenture de droite qui est la pêche miraculeuse que l'on voit ici. C'est donc Raphaël qui a réalisé les cartons, et ensuite, d'après ces cartons, ces œuvres ont été tissées dans les Flandres. Et voilà le résultat ici de l'œuvre tissée, où on a ce paysage qui s'enfonce dans le lointain avec cette nuée d'oiseaux qui est au-dessus du Christ et de Saint-Pierre. Ce côté très naturaliste aussi, avec ces fleurs au premier plan, ainsi que ces oiseaux, tandis que sur l'autre berge, on a la foule qui est en train d'assister au miracle. Et la grande habileté de Raphaël a été de ne pas placer tous ces personnages qui sont en ligne, mais de ne pas les placer de manière frontale, de manière à ne pas arrêter le mouvement, puisqu'on a vraiment cette sensation de mouvement glissant ici, avec ces barques qui se remplissent de poissons. Et voilà le carton réalisé par Raphaël,
qui est conservé à Londres puisque ces cartons ont été rachetés par le roi d'Angleterre au XVIIe siècle. Vous voyez que le manteau du Christ par rapport à la tenture a pâli, mais on voit quand même son reflet rouge dans l'eau et cette extrême sensibilité ici, ce paysage, comme je le disais, qui s'enfonce dans le lointain. Et la grande force de Raphaël a été de traiter ces tentures comme des peintures, justement, et comme des sujets qui pouvaient rivaliser aussi avec la puissance des peintures de Michel-Ange sur la voûte. Alors bien sûr, Léon X est extrêmement content du résultat et va demander à Raphaël la décoration des loges. Sur ce plan ici, je resitue simplement où sont les loges qui donnent donc sur la cour Damas. Et on voit ici la réalisation de ces loges qui étaient inachevées, et on pense que Raphaël a travaillé sur le deuxième niveau. Vous avez 3 loggias qui sont des galeries superposées de 13 travées qui sont longues de 65 mètres et larges de 4 mètres. Et il n'a probablement travaillé qu'à celle du 2e étage. Et vous en avez une représentation sur la droite avec une décoration à l'antique. C'est-à-dire qu'avec tous ses collaborateurs, il s'est penché vraiment sur les recettes qui étaient utilisées dans les temps anciens par les Romains. C'est le moment où on fait des excavations. On a découvert la Domus Aurea de Néron, et on essaye de retrouver toutes ces techniques de stuc à l'ancienne qui imitent le marbre, et également des fresques extrêmement brillantes et lisses qui ressemblent énormément au décor à l'antique. Alors un autre personnage important de la cour papale, celui qui a beaucoup de pouvoir, c'est le cardinal da Bibbiena que l'on voit ici, qui était responsable du courrier tel qu'on le voit ici représenté avec cette missive dans sa main droite. Tout passait par lui avant d'arriver au pape, et très grand mécène également. Et il va demander la réalisation de la décoration de sa loggetta et de sa stufetta à Raphaël, comme on le voit ici. Donc la loggetta, qui est cette pièce rectangulaire voûtée, et la stufetta, qui est une salle de bain, si on peut dire, avec ces décors à l'antique, ces grotesques, qui sont réalisés par Raphaël et son atelier. Et ça va avoir vraiment une très très grande postérité dans le goût et dans la décoration. Et ce qu'on peut remarquer aussi dans la stufetta sur la droite, c'est l'utilisation de ce rouge, on appelle ça le rouge pompéien, en référence, alors Pompéi n'était pas encore découverte, mais en référence justement à tous ces décors anciens de villas romaines. Et Raphaël, comme je vous le disais en introduction, a eu vraiment plusieurs casquettes, puisqu'il va également être responsable, être nommé architecte par le Saint-Père. Nous sommes au moment du chantier de Saint-Pierre, où la nouvelle basilique, donc qui est reconstruite sur l'emplacement de l'ancienne basilique. Et Bramante a d'abord, comme on le voit ici sur cette diapositive, conçu un plan en croix grecque, un plan centré avec des transepts d'égale longueur. Ensuite, Raphaël, en dessous, va reprendre cette idée, va vouloir faire un plan en croix latine, donc avec un grand transept. Puis, juste pour expliquer ce qui se passera par la suite, à sa mort, ça sera Sangallo qui va reprendre un petit peu l'idée de Bramante, comme on le voit sur la droite, mais en développant un porche assez monumental. Puis finalement, Michel-Ange qui va reprendre l'idée du plan centré. Alors, il n'a pas le temps, évidemment, de faire cette réalisation, mais il va avoir également d'autres commandes. Et Léon X veut ériger une villa à la périphérie de Rome pour accueillir les ambassades en provenance du nord de l'Europe. Et il acquiert donc un terrain, et Raphaël propose la réalisation d'une villa à l'antique. Ce que vous avez à gauche, c'est donc la photo telle que cette villa est actuellement, et sur la droite,
on a les plans de Raphaël avec ce qu'il a eu le temps de faire construire par ses assistants, qui est en trait plus foncé, en noir plus foncé, tel qu'on peut le retrouver sur la photo actuelle. Mais voyez, sa pensée, c'était d'avoir un amphithéâtre, des bains, tout un mode qui reprenait le mode de vie à l'antique. Et on voit ici l'entrée telle qu'elle est inachevée et le côté à l'arrière sur les jardins. Alors, il va avoir aussi des commandes qui vont être avec des personnages qui ne font pas partie de la cour papale, mais bien sûr des personnages extrêmement importants comme Agostino Chigi, qui était un banquier richissime, probablement un des personnages les plus riches de Rome à ce moment-là. Et peut-être la seule réalisation architecturale dont on est sûr qu'elle a été réalisée entièrement par Raphaël, qui est la chapelle Chigi, que l'on voit ici avec cette coupole, pour laquelle il a fait donc ses plans pour la coupole avec des mosaïques et a intégré la jonction de cette coupole avec des piliers, avec des pendentifs en forme de trapèze ici extrêmement décorés, beaucoup de motifs polychromes, la structure de la voûte qui est reprise au sol ici. Il a laissé des niches dans les piliers qui, plus tard, vont être remplies avec des sculptures du Bernin. Dans un autre édifice à Santa Maria della Pace, il y avait également une chapelle familiale de la famille Chigi, pour laquelle il réalise cette lunette, c'est-à-dire autour de la fenêtre. On a donc ces sibylles et ces anges. Et donc vers 1511, la chapelle Sixtine est presque terminée, comme on l'a vu tout à l'heure. Il a pu avoir jeté un œil grâce à Bramante lorsque le chantier n'était pas encore terminé. Et là aussi, on a presque l'impression de se retrouver devant ces sibylles qu'on a pu voir sur la voûte de la Sixtine, donc réalisée par Michel-Ange, où il y a toute cette force, cette présence physique propre à Michel-Ange, mais avec beaucoup de souplesse, plus de douceur aussi, quelque chose qui est beaucoup plus proche à Raphaël, avec tous ses regards et ces échanges comme une espèce de guirlande de communication, d'échanges, de sentiments, de regards entre ces différents personnages. Agostino Chigi possède une villa qui s'appelle la Villa Farnesine, et il est extrêmement amoureux d'une jeune fille qu'il va vouloir installer dans sa villa. Et il demande à Raphaël un décor sur le thème de Galatée. Il y avait déjà Polyphème, qui était en fait ce géant amoureux et conduit de Galatée, selon la mythologie, qui avait été représenté par un autre artiste. Et Agostino Chigi demande à Raphaël de représenter Galatée, avec donc toute la beauté de cette jeune femme. Elle est ici sur un cortège marin, sur une conque, de manière assez amusante. On voit c'est une roue à aubes qui sont là en référence aux bateaux qui pouvaient traverser la lagune de Venise, dont elle était originaire. Et dans un geste, une attitude extrêmement élégante, elle se retourne en arrière pour voir ces petits poutis qui lui décochent des flèches censées la rendre amoureuse, tandis qu'elle conduit de manière très élégante de la main droite ces dauphins, dont l'un avale une pieuvre. C'est donc la chasteté qui avale la concupiscence ici. Vous voyez ce petit poutot qui reprend la pose de Galatée sur la droite de manière inversée. Alors on a quelque chose qui est très construit, puisque si on regarde Galatée, qui est l'axe vertical, coupé en deux de manière horizontale entre l'horizon et la mer, et qui est encadré par un losange formé par en haut les poutis, et en bas les tritons qui enlèvent ces jeunes néréides. Mais en fait, on n'a pas du tout l'impression de quelque chose de statique et de figé. On a plutôt vraiment ces représentations de corps, de face ou de dos. Regardez le couple à gauche avec ce corps très musclé du triton qui enlève cette jeune femme de droite avec un corps donc vu de face. À droite, on a un corps féminin vu de dos. On a ces côtés très naturalistes des tritons qui soufflent leurs joues pour souffler dans les trompes. Et puis, comme je le disais, l'élégance de la pose. Et ce rouge romain, qu'on définira plus tard comme rouge pompéien, qui est vraiment récurrent à ce moment-là dans l'œuvre de Raphaël. Et quelques années plus tard, Chigi
va demander à Raphaël de décorer la loggia de Psyché, toujours sur le thème de l'amour, qui est donc une loggia voisine des salles qui étaient destinées à Galatée. Et toute l'habileté de Raphaël aussi, c'est, vous le voyez, avec ces décorations de la voûte, avec l'impression que le jardin se prolonge à l'intérieur de la loggia. Et nous arrivons aux grandes réalisations de Raphaël, ce qu'on appelle les grands retables de la maturité, avec des œuvres absolument iconiques, comme la Madone Sixtine, que l'on voit ici d'une manière extrêmement naturelle, qui arrive avec un souffle divin qui va à peine ébouriffer son voile derrière elle, le pied droit posé sur un globe, tandis qu'on a Saint Sixte sur la gauche et Sainte Barbe sur la droite. C'est un hommage posthume à Sixte IV, qui était l'oncle de Jules II, et à qui Raphaël va donner les traits de Jules II, justement, qui vient de mourir, qui est donc représenté ici à gauche. Le voile, qui, d'après la tradition, donc le voile dans le temple qui s'était déchiré au moment de la mise en croix du Christ. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir ce côté extrêmement réaliste, là aussi, qui est apporté, avec des anneaux et une tringle qui sont là pour soutenir ce rideau qui s'ouvre. Et puis, ce motif tellement connu et qu'on retrouve sur différents supports, qui sont ces petits angelots qui apportent aussi beaucoup de naturel à la scène. Autre œuvre iconique, la Vierge à la chaise, dans ce format de tondo ici, avec toute une tendresse tout à fait exceptionnelle de la Vierge qui appuie sa tempe sur le front de son enfant, lui-même qui cherche un petit peu de chaleur humaine en passant le bras gauche sous le châle de sa mère, avec Saint Jean-Baptiste qui est derrière, en train de joindre les mains de manière maladroite. Alors beaucoup d'humanité dans cette représentation. Et ce qui est assez rare, c'est en général dans les représentations des vierges à l'enfant, avec plus ou moins Saint Jean-Baptiste, la Vierge et l'enfant sont isolés l'un avec l'autre dans leur méditation, alors qu'ici, on a vraiment l'interpellation du spectateur. On ne sait pas qui est le commanditaire de cette œuvre. Est-ce que ça serait Léon X ou quelqu'un de la famille Médicis, à cause de la boule dorée qui est sur le montant du fauteuil, en tout cas richement décorée, mais une œuvre qui est extrêmement séduisante justement pour sa sensibilité et son humanité, et une utilisation savante des couleurs où on voit les détails extrêmement précis, la lumière là aussi dans le montant de la chaise, alors que Saint Jean-Baptiste qui est traité de manière plus floue dans le lointain pour indiquer la sensation d'éloignement. Un autre retable extrêmement célèbre aussi, qui est Sainte Cécile, qui était cette femme qui avait consacré toute sa vie à Dieu et qui déjà de son temps avait des fidèles et des suiveurs. Alors Sainte Cécile, à l'époque de Raphaël, vient juste d'être identifiée, consacrée, on peut dire, comme la patronne de la musique. Ça s'est fait vraiment à la fin du XVe siècle. Mais ce qui est intéressant ici, c'est justement la représentation de cette spiritualité, où on a cette élévation depuis la musique terrestre, qui est représentée au bas du sol avec tous ces instruments qui sont cassés, la musique de l'âme, représentée par l'orgue portatif que tient Sainte Cécile et qui élève les yeux vers la musique céleste, représentée par les voix des anges. Ce mouvement ascendant, qui est accentué par l'épée de Saint Paul que l'on a sur la gauche et la croche de Saint Augustin, puisque Sainte Cécile est entourée d'une architecture vivante, on pourrait dire, donc Saint Paul, Saint Jean, Saint Augustin, et Marie-Madeleine, qui regarde là aussi le spectateur, qui nous fait rentrer dans le tableau avec cette volte, ce contrapposto extrêmement élégant aussi, cette silhouette en spirale. Ce qui est frappant, c'est de regarder le côté usé de ces instruments que l'on a au premier plan. La viole de gambe est fendue, n'a plus qu'une corde qui est cassée. La flûte elle-même est fendillée. Le gros plan d'ailleurs permet de voir l'aigle, symbole de Saint Jean, dont les serres sont posées sur une Bible entre Saint Paul et Sainte Cécile.
et cet orgue portatif, donc, qui est à moitié laissé par Sainte-Cécile, mais qu'elle tient encore, dans ce goût de la spiritualité. Là encore, rappelez-vous Sainte Catherine, où on avait cette sainte qui a cette vision intérieure et dont nous sommes témoins. Alors juste pour montrer le détail du cadre, qui est un cadre d'époque, ce qui est quand même assez rare, et montrer ce côté extrêmement raffiné de ce cadre d'époque. Alors Sainte-Cécile est un des derniers retables dans une lumière à peu près pleine, claire, on peut dire, à partir des années 1515-1516. Raphaël va utiliser un luminisme beaucoup plus marqué. Je vous parlais tout à l'heure de l'influence de Léonard de Vinci, et utiliser des contrastes d'ombre et de lumière beaucoup plus marqués. Comme on le voit ici avec donc cette sainte famille avec Saint Jean-Baptiste, qu'on appelle aussi la Madone à la rose, sachant que la rose est un ajout ultérieur. Vous voyez ici au bas de l'écran. On a Saint Jean-Baptiste qui tend ce parchemin du Christ avec ce raccourci de l'écriture qui est représenté de manière virtuose, puisqu'on devine les lettres Ecce Agnus Dei ici. Et encore une fois, donc ce luminisme très marqué avec Saint Joseph qui s'enfonce un petit peu dans l'ombre. Et on commence à voir aussi l'intervention, peut-être, de certains collaborateurs de Raphaël, lorsqu'on voit ici la lumière et les plis représentés de manière un petit peu plus sèche par rapport au voile, par exemple, de la Vierge sur son épaule, qui peut-être aurait été réalisé par un de ses assistants, dont le plus célèbre étant Giulio Romano. Raphaël va également réaliser des portraits intimes, comme ici Bindo Altoviti, avec cette manière très naturelle de se retourner vers nous, les cheveux lâchés, une vision très sensuelle avec cette bouche pleine, presque un petit peu androgyne en fait, de ce jeune homme qui a la main sur le cœur avec une bague, peut-être un tableau destiné à une fiancée. En tout cas, une utilisation beaucoup plus proche. Ici, on est très loin de toute représentation formelle et artificielle. Et un tableau peut-être parmi le plus célèbre, qui est ici le portrait de Balthazar Castiglione, qui était son grand ami Balthazar Castiglione, qui avait travaillé à la cour d'Urbain, qui était ambassadeur d'Urbino, donc grand ami de Raphaël, et l'auteur d'un livre qu'on appelle Le Courtisan, dans lequel il décrivait la vie à la cour d'Urbain. Et c'est Castiglione qui a inventé un mot qu'on appelle la sprezzatura, qu'on pourrait traduire en français par la désinvolture, qui veut dire ne pas avoir d'affectation. Et on pourrait presque dire que ce portrait traduit en peinture ce principe qui est, tout en restant extrêmement sophistiqué, ne pas avoir d'affectation, pas de show-off, comme on dirait en anglais, pas de frime, si vous voulez, pour utiliser un langage plus un langage quotidien. Et on voit effectivement dans ce camailleux extraordinaire de brun, de blanc et de gris, le visage de cet homme qui nous regarde de manière tout à fait calme. Alors, en dehors du brun et du gris, on a quand même trois autres couleurs même, qui sont le bleu de ses yeux, avec de l'azurite. Si vous regardez au-dessus du pectoral qu'il a donc contre son pourpoint noir et sa chemise blanche, il a ce pectoral en fourrure avec ses motifs en carré qui sont en fait un ruban de soie qui est passé au travers du pectoral. Et juste au-dessus du pectoral, un petit liseré rouge qui représente en fait la doublure en soie rouge qui est à l'intérieur de ce pectoral. Et troisième couleur, le bouton doré accroché en bas qui ferme ce pectoral. Sinon, c'est cette alliance extrêmement subtile de toutes ces couleurs qui en font une œuvre très raffinée. Il est coiffé d'une résille sur la tête puisqu'il conseillait lui-même aux hommes qui commençaient à souffrir de calvitie de la masquer. Il en souffrait lui-même. Et puis ce chapeau découpé qui apporte un petit peu de dynamisme à la représentation. Il y a une telle présence dans ce portrait, on a presque l'impression
qui va se mettre à nous parler. Et d'ailleurs, c'est ce que Balthazar lui-même écrivait lorsque, à la mort de son épouse, dont il sera très affecté, il va continuer ses écrits et va décrire son épouse comme si elle vivait encore, alors que lui est envoyé dans des missions diplomatiques et en train de parler à son tableau et d'avoir une conversation comme si elle avait une conversation avec son mari. Allez le voir dans la grande galerie, c'est vraiment un des plus beaux portraits qu'il soit donné d'admirer. Et ici, d'autres connaissances de Raphaël qui sont ici des banquiers vénitiens, représentés aussi de manière beaucoup plus naturelle, mais avec, si on peut noter un peu plus d'affectation justement sur la tempe du personnage de gauche, une veine temporale qui est effectivement très marquée ici, avec des caractéristiques physiques qui sont un peu plus appuyées. Un très célèbre autoportrait aussi, qui est l'autoportrait de Raphaël, à gauche, avec un ami. On pense que c'est Giulio Romano, justement, l'élève dont je vous ai déjà parlé. Avec cette entente qui les caractérisait, il pose la main gauche sur son épaule de manière protectrice. La main droite de Raphaël, le bras droit, semble se prolonger à travers le bras droit de Giulio Romano, qui peut-être lui montre une œuvre que l'on aurait en face de nous. Et vous remarquerez que Giulio Romano porte l'épée qui était devenue une autorisation qu'on donnait aux artistes grâce à tous ces grands artistes, Léonard de Vinci, Filippo Lippi, qui ont beaucoup fait pour hisser le statut de l'artiste peintre au statut d'artiste, justement, et non plus d'artisan. Ils obtiennent le droit de porter l'épée. Et des portraits de femmes qui sont célébrissimes aussi. On a ici la Donna Velata avec cette manche bouffante au premier plan qui est presque le sujet de l'œuvre, tellement elle est impressionnante. Impressionnante de délicatesse, de raffinement dans les coloris, avec tous ces dégradés de blanc, beige et rosé. Cette manche à taillade, puisque on voit là aussi au travers des fentes apparaître la chemise. Cette chemise qui est transparente l'indique cette femme elle-même avec le doigt pointé sur le décolleté. Là aussi dans un camailleux de beige, de blanc extrêmement, extrêmement raffiné. Et une autre femme, je dis une autre femme, puisque si on regarde les deux lobes qui sont différents, qui avaient elle aussi une grande proximité avec Raphaël, en témoigne le bracelet qu'elle a sur le bras gauche avec son nom, donc très certainement sa compagne. On a toutes les couleurs qui sont repoussées à l'extérieur, le turban, le drapé rouge qui est sur ses genoux pour laisser place à l'éclat de son buste et de sa poitrine qu'elle présente plutôt qu'elle n'isole ici, avec ces traits qui paraissent à la fois tirés à partir du réel, mais en même temps presque idéalisé. C'est la grande force de Raphaël, c'est à partir d'un sujet du quotidien en faire vraiment une icône, arrivée ici avec la Fornarina. Alors, je voudrais vous parler justement de sa vie. On sait que Raphaël est quelqu'un qui aimait beaucoup les femmes. Il ne s'est jamais marié, au grand désespoir de sa famille, et un oncle qui déjà lui avait proposé des paris. Et Raphaël écrit en fait à son vieil oncle qu'il a bien fait justement de refuser tous les partis qu'il voulait lui présenter, puisqu'il lui écrit ceci. « Pour ce qui est de prendre femme, je vous réponds que je suis très heureux de n'avoir pris ni celle que vous vouliez me donner la première, ni la suivante, et j'en rends grâce à Dieu. Et à cet égard, j'ai été plus sage que vous qui vouliez me la donner. Je suis certain que vous vous rendez compte, vous aussi, que si je vous avais suivi, je ne serais pas aujourd'hui dans la position qui est la mienne, car à ce jour, je me trouve disposé d'une propriété à Rome de 3000 ducats d'or et 50 écus d'or de revenus, puisque sa sainteté, afin que je m'occupe de la fabrique de Saint-Pierre, m'a donné 300 ducats d'or de provisions, lesquels me sont assurés à vie, et je suis sûr de pouvoir en avoir d'autres encore. » Vous voyez que Raphaël était dans une position financièrement confortable. Raphaël, qui est donc dans une position très enviable à la cour papale et à qui on va demander une commande officielle pour célébrer les noces du neveu du pape, Laurent II de Médicis, avec la princesse française Madeleine de la Tour d'Auvergne, qui est une cousine de François Ier. Et voilà le tableau qui est réalisé par Raphaël, donc de Laurent II de Médicis.
voyez ce côté très opulent du costume qui met en avant ce personnage avec la fourrure de loup tout autour des manches du manteau, le pourpoint damassé qui laisse dépasser cette chemise blanche, une saie qui était une espèce de manteau court ici accroché simplement au niveau des hanches, fermé avec un ruban de soie grise, et dans la main droite il tient un médaillon qui est probablement un médaillon avec un portrait miniature qu'il va offrir à sa fiancée. Il faut noter aussi l'effet extrêmement virtuose de la transparence de la barbe qui laisse voir le menton, et ce regard effectivement légèrement enamouré qui fait penser peut-être, donc très certainement qu'il s'agit d'un cadeau de fiançailles. Alors il y a d'autres cadeaux que Léon X veut envoyer à François Ier. Et nous avons ici la grande Sainte Famille de François Ier. Ici, donc, ce tableau de grand format envoyé pour la reine de France, Claude de France, qui vient de donner naissance au dauphin. Ici, on est, comme on le disait tout à l'heure, avec un luminisme qui est beaucoup plus marqué, des contrastes d'ombre et lumière beaucoup plus appuyés, puisque c'est la lumière qui construit un peu ce tableau, la lumière qui part du couffin de l'enfant Jésus, qui tend les bras vers sa mère qui a ce reflet de lumière qui sur sa robe rose ici, et qui va être couronnée de fleurs, le tout sous le regard de Joseph. On a là aussi la contribution de ses collaborateurs avec Saint Jean-Baptiste et Sainte Anne, probablement réalisés par Giulio Romano, et Giovanni Daudin qui aurait réalisé le pavement en marbre. On avait vu au tout début de sa carrière le petit Saint-Michel. Voici le Saint-Michel, lui aussi envoyé à François Ier. Saint-Michel terrassant le dragon. On a toujours cette pose extrêmement élégante du saint qui est appuyé, semble-t-il, légèrement sur ce diable, sur Satan qu'il va maîtriser. Satan avec cette fourche bidon, référence à Pluton, qui laisse sur la gauche ouvrir la terre, on aperçoit les flammes rougeoyantes de l'enfer. Alors c'est un tableau qui a été très abîmé malheureusement, qui ne révèle pas la richesse de son coloris de l'époque, puisqu'il a été transposé. C'était une huile sur bois qui a été transposée de bois sur bois et puis de bois sur toile, qui laisse présumer effectivement d'un état de conservation qui laisse à désirer. Mais un tableau qui était extrêmement célèbre, Louis XIV l'avait installé dans sa chambre à Versailles. Et lorsque vous êtes à Paris, place Saint-Michel, vous pouvez en voir une représentation de cette attitude sur la fontaine. On a ici un tableau qui a été appelé par Philippe IV d'Espagne la perle de sa collection, parce que d'après lui, un des plus beaux tableaux de sa collection, qui est ici la Vierge à l'enfant, avec Sainte Anne sur la droite, qui a les coudes posés sur les genoux de sa fille, la Vierge qui tient l'enfant Jésus sur ses genoux, tandis que Saint Jean-Baptiste qui relève sa tunique de fourrure pour apporter des fruits à l'enfant Jésus. Et la grande trouvaille, si on peut dire, ici de Raphaël, c'est que c'est le regard de cet enfant Jésus qui traverse, en fait, qui passe devant sa mère, qui ne s'arrête pas sur Saint Jean-Baptiste, et qui a le regard levé vers l'angle du tableau pour voir cette lueur divine, où dans le fond du tableau, on voit Joseph relégué à l'arrière-plan. Et sur la droite, un paysage habité aussi, qui rend la scène très vivante. Alors là aussi, on a des détails extrêmement marqués pour le berceau. Si vous regardez les chevilles en bois, par exemple, les plis des draps qui sont probablement réalisés par Giulio Romano. En revanche, là, le très grand raffinement de la couleur du cangiante, des reflets du manteau de la Vierge sur son épaule, certainement dû à Raphaël. Et nous arrivons à la dernière œuvre ici, qui est la Transfiguration, où dans le registre inférieur, on a tous ces hommes qui amènent aux apôtres ce jeune possédé, et sur la gauche, les apôtres qui ont ces gestes qui montrent la voie à suivre. Alors, ils ne voient pas ce qui est en train de se passer, cette transfiguration, où le Christ apparaît en compagnie des prophètes devant 3 apôtres qui sont terrassés par cette vision, mais il montre le chemin à suivre. Et Raphaël a beaucoup travaillé sur les mains, les expressions, ces mains qui sont soit ouvertes, soit avec un index pointé. Là aussi, des contrastes d'ombre et de lumière qui sont très marqués.
On a aussi ce contrapposto, cette spirale très marquée de cette femme au premier plan et donc que l'on retrouve tout au long de son œuvre. Et puis cette vision en haut à gauche, donc là où est en train de se passer le miracle, avec ces deux petits personnages qui, eux, sont ceux qui voient et comprennent ce qui est en train de se passer. Et on voit qu'on a une conception de la spiritualité qui a évolué au cours de la carrière de Raphaël, puisque si on était avec Sainte Catherine, Sainte Cécile, avec une vision un petit peu intellectuelle de la foi, avec un acte positif qui était vraiment de rentrer en méditation pour avoir cette vision et aspirer à un niveau supérieur. Ici, c'est avec humilité que ces deux petits personnages reçoivent la vision, la foi et l'acceptent telle qu'elle est. Et c'est effectivement un courant qui change, même parmi les philosophes humanistes et qui professent plus d'humanité et d'humilité dans leur approche spirituelle. Et une œuvre pour laquelle il a réalisé beaucoup de dessins, comme on peut le voir ici, ou même en gros plan, le dessin qui fait partie vraiment de la méthode de travail de Raphaël et qui montre la pensée extrêmement réfléchie avant de réaliser une commande importante pour la mise en page des idées qu'il essaye de faire passer. Et donc, en conclusion, Raphaël, comme on le rappelait tout à l'heure, un artiste vraiment extrêmement complet, vraiment un artiste de son temps, qui a su s'entourer de collaborateurs anciens et plus jeunes, qui étaient à la tête d'un gigantesque atelier, qui a su recevoir des commandes extrêmement prestigieuses, qui, en plus d'être peintre, a pu être décorateur, a pu être architecte notamment, donc faire ses projets pour la basilique Saint-Pierre. Et également, quelque chose de très important, c'est qu'il a été nommé conservateur des monuments antiques, quelque chose de très important, puisque c'est un de ceux qui va donner le signal d'alarme pour empêcher le pillage de Rome, puisque tous les nobles allaient se servir tout simplement sur le forum avec des monuments anciens pour construire leur propre palais. Et Raphaël est un de ceux qui a apporté cette conscience et qui a éveillé les consciences pour la protection du patrimoine. Donc un artiste tout à fait complet et qui qui a vraiment mené sa carrière avec un sens artistique et politique hors pair. Je vous remercie.